protection fonctionnelle, une fausse simplicité, de vrais dangers. Le Code général de la fonction publique, en effet, confirme que les agents ont le droit à une protection fonctionnelle. Ça veut dire que qu'ils soient victimes d'une agression ou poursuivis pour des faits qui ne relèvent pas d'une faute personnelle, les agents ont vocation à être protégés par leur collectivité employeuse. Cela s'étend aussi aux collaborateurs occasionnels du service public, y compris par exemple les commissaires enquêteurs. Et puis ça s'applique aux élus. Dans le cas des communes par exemple, ce sont les articles L21, 23, 34 et 35 du CGCT que voici à l'écran. N'hésitez pas à mettre sur pause. D'une manière générale sur ce dossier, j'ai mis beaucoup d'informations, n'hésitez pas à mettre sur pause. Ça n'est pas uniquement payer les frais d'avocat ou d'expertise, hein. Ça peut aller jusqu'à des mesures matérielles visant à protéger l'agent d'une confrontation. D'une manière générale, en pareil cas, il faut souvent faire aussi une enquête administrative, séparer les personnes concernées, parfois bien accorder les protections fonctionnelles à deux personnes concernées, l'une s'accusant l'autre réciproquement. Cela peut s'appliquer aux actions civiles, aux droits de réponse et à de nombreuses autres mesures. Qui va donner la protection fonctionnelle? C'est le supérieur hiérarchique, sauf si celui-ci est justement mis en cause par l'agent. Voici ici quelques références jurisprudentielles, mais en revanche, si on parle des élus locaux, ce sera l'organe délibérant. Attention, parfois accorder à tort la protection fonctionnelle peut être un acte créateur de droit qu'on ne peut plus retirer au-delà du délai de 4 mois à l'arrêt non. Donc attention, le lien avec le service justifiant qu'on octroie la protection fonctionnelle peut, même pour les agents, se révéler soulever des difficultés parfois singulières, avec l'octroi dans certains cas pour des agents pour des propos même tenus dans le cadre de campagne électorale en réalité, ou pour des agents grévistes avec certaines subtilités. N'hésitez pas à mettre sur pause, je vous ai mis beaucoup de choses ici à l'écran. Autre élément que je vais passer très rapidement, n'hésitez pas à mettre sur pause, l'avocat est librement choisi par le bénéficiaire de la protection fonctionnelle. C'est obligatoire. Et d'ailleurs, dans certains cas, ça ne peut pas être l'avocat de la commune s'il y a un risque de conflit d'intérêts entre les deux, si les deux agissent notamment. Est-ce que l'avocat est libre de fixer ses honoraires à sa guise? Si on estime que l'avocat exagère un peu, il est possible de saisir le juge administratif, voire dans certains cas le bâtonnier, mais nous sommes bien dans un domaine qui relève du juge administratif. Cela est déposé par le tribunal des conflits. On a un certain nombre d'autres éléments sur ce point que je vous ai résumé ici. J'ai fait une vidéo à ce propos d'ailleurs. Surtout, ce qu'il faut retenir, c'est que la jurisprudence est devenue complexe, voire parfois difficile à prédire, pour savoir si oui ou non la protection fonctionnelle est accordée, ou après coup si des frais qui ont été exposés sont à récupérer par ce qu'on appelle une action récursoire qu'une fois que l'agent ou l'élu a été condamné. Souvent, on croit que dès qu'il y a du pénal, il n'y a pas de protection fonctionnelle. C'est pas vrai. On peut être condamné au pénal et néanmoins avoir ses frais d'avocat et ses condamnations indemnitaires prises en charge par la commune. C'était le cas autrefois pour l'affaire Saint-Laurent-du-Pont, c'était le cas, voire ici à l'écran, pour l'affaire de la Faute-sur-Mer, etc., etc. Il y a des jurisprudences qui ne sont pas toujours simples non plus sur un certain nombre d'infractions, notamment l'injure et la diffamation. Je vous ai mis ici quelques sources. Mais surtout, la Cour de cassation en 2012 a estimé que le favoritisme était toujours une faute personnelle et que dans ce domaine, on ne pouvait pas donner la protection fonctionnelle. Bien. Oui, mais d'autres jurisprudences étaient peut-être plus souples, notamment pour des faits peu graves, mais pour des infractions un peu différentes. D'où l'importance de la décision de la Cour de cassation criminelle du 8 mars 2023 qui nous confirme que on n'a pas à la donner non plus dans les cas de prise illégale d'intérêt. Il y a une sorte de présomption, si vous voulez, de détachabilité, de non-octroi de la protection fonctionnelle. Oui, bon, d'accord. Mais au point, dans l'affaire de 2012 comme dans l'affaire de 2023, qu'on va commettre un autre délit, celui de détournement de fonds publics, en octroyant la protection fonctionnelle. Ce qui veut dire que dans un grand nombre de cas, quand on est sur des infractions volontaires de ce type, en tout cas favoritisme et prise illégale d'intérêt, dans un certain nombre de cas, ça sera l'intérêt de la collectivité de faire un examen au cas par cas, de regarder ceci avec prudence, mais peut-être aussi de préférer dans certains cas refuser la protection fonctionnelle, quitte à se faire condamner par le juge administratif à finalement la prendre en charge dans certains cas, parce qu'il vaut mieux prendre un tout petit risque administratif qu'un gros risque pénal de détournement de fonds publics. Donc, dans des cas litigieux, peut-être qu'on pourra renvoyer la balle au juge administratif, mais surtout, il faudra regarder tout ceci au cas par cas avec beaucoup de prudence. J'ai voulu avoir deux experts avec nous pour poser des questions à ce propos.
Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour Eric. Monsieur le DRH, commençons par vous. Si un agent, victime par exemple d'un usager, demande la protection fonctionnelle, quelles sont vos réactions et préconisations de base? C'est d'avoir une procédure écrite avec la direction des affaires juridiques, partagée avec les différentes directions ressources et opérationnelles, et surtout partagée avec les agents, ne pas hésiter à en faire un sujet dans le cadre du dialogue social, de manière à ce que chaque agent puisse connaître la procédure et puisse connaître que c'est un droit pour eux dans le cadre d'un conflit qu'ils pourraient avoir avec un usager. L'idéal est de recevoir l'agent, lui permettre de lui présenter la mesure de protection fonctionnelle, lui donner les avantages et puis les éléments plus inconvénients qu'il pourrait en tirer bénéfice, et puis surtout mettre en œuvre cette protection fonctionnelle concrètement et n'est pas hésiter à suivre sérieusement et consciencieusement le dossier, appeler l'agent, savoir comment ça se passe pour réellement l'accompagner dans le cadre du conflit qu'il pourrait avoir avec l'usager. Et quid de l'agent poursuivi par la collectivité ou par un autre agent? Il ne faut pas hésiter toujours à suivre consciencieusement la procédure mise en œuvre dans le cadre de la collectivité. Et puis, ne pas hésiter à utiliser l'enquête administrative via notamment une procédure d'enquête administrative dans la collectivité de manière à ce que on puisse réellement avoir les tenants et les aboutissants du dossier. Mais il faut absolument accorder la protection fonctionnelle dans le cas où l'agent ou les agents dans le conflit rempliraient les conditions pour avoir la protection fonctionnelle, quitte à ne pas hésiter à revenir dessus derrière de manière à retirer la protection fonctionnelle à quelqu'un qui n'en bénéficierait pas selon les résultats de l'enquête administrative. Attention quand même, il faut bien prévenir les agents des risques qu'ils encourent si la collectivité retire la protection fonctionnelle. Et si la demande émane d'un autre élu? Dans ce cas-là, il faut absolument passer devant le conseil, l'assemblée délibérante, la demande de protection fonctionnelle, ce qui n'est, attention, pas le cas pour les agents. Et dans ce cas-là, il convient au cabinet politique de bien prévenir et faire le travail un peu en amont auprès des différents groupes politiques de la majorité et de l'opposition, de bien donner les tenants et les aboutissants. Il n'est pas non plus inintéressant dans le cadre des formations des élus ou alors des séminaires des élus de présenter préalablement les mesures de protection fonctionnelle envers les élus de manière à ce qu'ils connaissent le dispositif et surtout à ce qu'ils puissent en connaître les différents tenants et les aboutissants, y compris sur des risques politiques. Passons à toi, Luc. Que dit cet arrêt de la caisse crime du 8 mars 2023? Qu'un élu poursuivi pour prise illégale d'intérêt ne peut pas bénéficier de la protection fonctionnelle, sous peine de se rendre coupable d'une autre infraction de détournement de fonds publics. Donc, la Cour de cassation en avait déjà jugé de même pour un président de collectivité qui avait accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle à son prédécesseur, qui était en plus son opposant politique, et qui était poursuivi pour favoritisme. Mais depuis, nous, l'Observatoire, on n'avait pas recensé d'autres cas, et là, la Cour de cassation l'applique également pour le cas d'un élu qui était poursuivi pour prise illégale d'intérêt. Alors, si on conçoit très bien que les manquements devant probité puissent constituer une faute personnelle excluant le bénéfice de la protection fonctionnelle, il reste qu'il conviendrait de nuancer selon les cas d'espèce. Eric, tu es bien placé pour le savoir que parfois les élus peuvent être poursuivis pour prise illégale d'intérêt ou pour favoritisme, sans aucun enrichissement personnel de leur part. Que l'on songe par exemple aux 4 élus d'une commune rurale du Lot qui ont été condamnés pour prise illégale d'intérêt pour le vote d'une petite subvention de 250 € à une association qui organisait la fête de la poterie. Je ne sais pas si dans cette situation, la commune leur a accordé le bénéfice de la protection fonctionnelle, mais au regard de la jurisprudence de la Cour de cassation, ils pourraient être également poursuivis désormais pour détournement de fonds publics, ce qui serait quand même un comble. Ouais. N'est-ce pas un petit peu attentatoire à la présomption d'innocence tout de même? Alors, la collectivité, lorsqu'elle se prononce sur l'octroi de la protection fonctionnelle, effectivement, elle n'a pas nécessairement tous les éléments à sa possession, pas notamment accès aux éléments de l'enquête et de l'instruction. Mais elle n'est pas liée par le principe de la présomption d'innocence. La jurisprudence est très claire là-dessus, c'est-à-dire qu'elle doit statuer au regard des éléments dont elle dispose.
Ce qui est certain, c'est que l'arrêt de la Chambre criminelle du 8 mars dernier n'est pas de nature à l'inciter à faire droit à la demande. Est-ce que dans un cas, entre le risque d'un recours devant le TA en cas de refus et le risque d'une procédure pénale pour détournement de fonds publics en cas d'octroi, le choix de la collectivité risque d'être vite fait. Pourtant, selon nos chiffres, plus de 60% des élus et des fonctionnaires poursuivis au pénal bénéficient finalement d'une décision qui leur est favorable. C'est vrai que ça peut poser difficulté. Oui, mais enfin, à ce moment-là, l'élu, finalement blanchi, peut après coup demander remboursement de ses frais d'avocat, expertise, etc. Non sans limite, mais bon, il aura dû avancer ceci sur cette donnée propre. Mais ça veut dire qu'ils auront dû avancer les fonds. Donc d'où l'intérêt pour eux, effectivement, d'avoir une assurance personnelle qui les couvre à titre personnel dans l'exercice de leur mandat. Alors, quels sont les cas où, dans ce cadre, il faut refuser la protection fonctionnelle pour ces infractions dites, parfois à tort, hein, volontaires? Il faut expertiser le sujet au cas par cas, j'imagine. Oui, ce qui est sûr, c'est que chaque fois qu'un élu a recherché un intérêt personnel, il n'y a pas débat, la protection fonctionnelle doit être refusée. De même, lorsque l'élu ou l'agent a commis une faute d'une particulière gravité, hein, c'était le critère qu'avait posé le Conseil d'État dans 2 arrêts rendus le 30 décembre 2015. Mais ce critère d'une faute d'une particulière gravité, c'est un sujet, c'est plus sujet à l'interprétation, et c'est vrai que là, un œil d'un expert externe peut effectivement être utile. En tout cas, avec l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, chaque fois qu'il y a une demande d'un élu qui est poursuivi pour un manquement devant la probité, c'est-à-dire concussion, corruption, trafic d'influence, détournement de fonds publics, avec un débat possible avec le détournement par négligence, qui est classé parmi les manquements en devoir de probité alors que c'est par négligence, prise illégale d'intérêt ou pantouflage, là, la collectivité doit être très prudente dans l'octroi. Et un petit rappel, si on parle d'élu, évidemment, l'élu concerné, s'il siège encore au conseil, doit sortir de la salle. Et ça ne garantit pas pour autant tout risque. D'une part, y compris pour l'article 432, donc la prise illégale d'intérêt, il faudra bien qu'il s'abstienne de toute intervention dans le dossier, y compris au cours des débats et de l'instruction. Il ne suffit pas qu'il sorte au moment du vote. D'autre part, au regard de la jurisprudence de la Chambre criminelle et donc de cet arrêt du 8 mars, autant le déport va protéger l'élu contre le risque de prise illégale d'intérêt, mais il ne garantit rien, en revanche, du risque de poursuite pour détournement de fonds publics, puisque là en l'espèce, dans l'arrêt du 8 mars, l'élu n'avait pas pris part à la délibération, mais pour autant, le détournement de fonds publics a été jugé caractérisé. Bien, merci à tous les deux, au revoir. Merci. Merci Eric. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, les 10 minutes juridiques parlant d'associés pour VK. Allez, pensez à vous abonner. Merci, au revoir.